Pourquoi est-ce qu'en 2025, on associe encore automatiquement, on a cette espèce de réflexe pavlovien, instinctif presque, pourquoi on associe encore automatiquement la notion de progrès technique, ou en tout cas d'évolution technologique, avec la notion un peu valise de progrès tout court? Est-ce que c'est pas la quête permanente de performance? Si je m'en réfère à ton livre, à un moment donné, tu dis « La cause racine de la polycrise est précisément notre course à la performance qui soumet la biosphère ». Est-ce que c'est de la technique dont on doit parler, ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est cette quête Politique permanente aussi. de la performance? Oui, c'est la poule et l'œuf. Je pense quand même que la technique est un peu centrale dans cette histoire-là. Parce que finalement, notre système tel qu'il existe et cette impasse c'est plutôt cette réaction en chaîne dans laquelle on se trouve, elle résulte de 3 siècles d'abondance énergétique et matérielle à crédit. On n'a pas forcément eu conscience tout de suite et su calculer tout de suite les limites du système Terre dans lequel on s'inscrivait, dans lequel on inscrivait notre économie. Ce qui fait que ce que j'écris dans le livre, c'est que la question du pourquoi faire a été éclipsée par la question du pourquoi pas. Ouais, Donc, on peut le faire, donc on le fait, quoi. Voilà, une IA me permet d'écrire des livres à ma place ou d'appeler mes grands-parents pour pas que j'aie à le faire. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas la laisser faire? J'ai un petit pédalier électrique, j'aime beaucoup cet exemple, qui me permet de faire mes 10 000 pas par jour sans bouger de mon bureau, comme ça je peux continuer à être en visio. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas tous en avoir un sous notre bureau? Je pourrais citer des milliers d'exemples. Il y a des lanceurs de boules de neige, pour info, ça existe. Ah oui, intéressant. Ouais, Donc, ok. tu restes dans ton salon et puis, ok. Si une IA me permet de me faire une armée d'amis imaginaires, comme apparemment ça existe de plus en plus, donc D'avoir donne un des psy personnalités de différentes à poche. chacun, Ouais. et puis je joue à la dinette. Pourquoi ne pas le faire? Et en fait, il appartient donc du coup à des gens comme nous, réalistes, de faire tous les calculs hyper complexes, systémiques, pour dire pourquoi pas, parce que ça coûte tant en eau, ça coûte tant en empreinte matérielle et énergétique. En fait, il y a un problème à ce que la charge de la preuve soit dans ce sens-là, parce que en vérité, l'Anthropocène, ce que ça dit, c'est qu'on a explosé énormément de limites déjà. Mhm. Elles sont d'ores et déjà dépassées, et de très loin pour certaines. On est à 6 Ouais, sur 9. bien sûr. Et que si on parle en termes de système technique, il y a un principe, moi, que j'adore, de Ivan Illich, qui est le seuil de contre-productivité. Et les seuils de contre-productivité de nos systèmes et de nos milieux techniques, on pourrait parler des villes, du numérique, etc., a été explosé aussi. Est-ce que tu peux donner il serait l'exemple peut-être temps- d'Illich et de la voiture? Parce que ça parlera davantage, je pense. Je veux bien que tu l'expliques, comme ça au moins les auditeurs, les spectateurs sauront de quoi on parle. Le seuil de contre-productivité, alors pour faire vite, c'est juste que toute technologie au-delà d'un certain seuil devient contre-productive au regard de la promesse pour laquelle elle a été conçue. Et donc, un exemple, c'est effectivement, plus on est nombreux à prendre une voiture pour aller plus vite, plus il y a un engorgement des voies de circulation, moins on va vite. Plus on est nombreux à aller sur les réseaux sociaux pour exister, pour se faire entendre notre voix, etc., et être reconnu par des likes, etc., moins l'attention est disponible, parce qu'il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux, ce qui empêche à tout un chacun d'être reconnu. Et donc en fait, ça s'applique vraiment à tous les systèmes techniques. C'est très efficace comme clé de lecture. Elle date des années 70, ça marche toujours très bien. Si. Et ce que ça dit, en fait, ce seuil de contre-productivité, c'est que toute technologie ne peut tenir sa promesse que si son usage est limité. Voilà, tout est dit. Tout est dit, parce qu'avec le numérique, justement, on parle tout le temps de passage à l'échelle. C'est des technologies qui s'imposent à l'échelle mondiale. Et une technologie récente, ChatGPT, qui est un peu, on va dire, le porte-étendard de ces nouvelles IA génératives, sont en train d'exploser tous les records. Les stats, elles sont assez connues. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Ils ont explosé le précédent record détenu par TikTok, dépassé la barre des 400 millions d'utilisateurs il y a quelques semaines. Une petite phrase de Sam Altman laisse d'ailleurs penser qu'ils auraient doublé le nombre d'utilisateurs. Il sera à 800 millions grâce aux 2 tendances toutes pourries, des starter packs et des images façon studio Ghibli uniquement, ce qui révèle encore plus l'absurdité de la chose, parce qu'on sait à quel point c'est énergivore. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de ce qui se passe là avec l'IA? Est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase, selon toi? Est-ce que c'est l'alerte maximale par rapport à ce sujet-là? Au contraire, l'IA va nous sauver, comme certains le disent. Bon, pas avec le studio Ghibli, on est d'accord, avec les starter packs. Hein. Mais à part ça... Ouais.
Les studios Ghibli, bon, c'est doublement, triplement dramatique. On sait l'attachement du fondateur du studio à exactement. ce genre de dérive. Ouais. Et précisément, ça montre bien que là, il s'agirait d'inverser la charge de la preuve. J'en parlais, c'est-à-dire que au lieu de devoir démontrer que cet usage ne justifie pas l'empreinte qu'il génère, ce qui est très difficile, et en fait, le coup est parti, donc c'est très difficile. Mais c'est l'usage qui est pourri, là, en l'occurrence du studio Ghibli, ou la techno elle-même, l'IA, dont tu penses qu'elle vient pas au bon moment, dont il faudrait pas qu'elle vienne du tout, même, peut-être, je sais pas. C'est pareil, la manière dont la technologie est designée, en l'espèce, permet d'avoir cet usage, et cet usage profite à son modèle économique. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans la fameuse idée que ça dépend comment on s'en sert, ce n'est qu'un outil, voilà. Les utilisateurs sont responsables. Ça a été conçu pour qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Pour qu'on puisse le faire. Et la conception, d'ailleurs, sous forme de chatbot, est dès le départ un peu conçue pour endormir notre discernement et nous donner l'impression qu'on parle à une personne réelle. Donc, c'est fait pour ça. Donc. Et d'ailleurs, les phénomènes de buzz là, dont tu parles, de Ghibli et du Starter Pack, etc., ont largement contribué en fait, à la notoriété, ou en tout cas au business d'OpenAI et de ChatGPT. On est dans le narratif, tu viens de le dire toi-même, c'est-à-dire que Sam Altman vient encore de dire un truc et puis on essaie de deviner est-ce qu'il dit tout à fait la vérité, est-ce que c'est pas le double, etc. En fait, c'est une question d'imaginaire, et donc ça m'amène à cette question, est-ce que finalement, quel est le rôle des imaginaires liés autour du progrès ? Parce qu'encore une fois, on a ce terme relativement valise. À une certaine époque, ça signifiait quelque chose. Je sais pas, nous, on est à Nantes, tu vois, Jules Verne, le progrès, des récits fantastiques qui faisaient rêver. De manière plus contemporaine, enfin, on a plein aussi dans la pop culture de films, etc., qui sont pas tous d'ailleurs dystopiques. C'est des promesses derrière de connecter les gens, de rapprocher les personnes, de casser d'abolir les frontières. C'est tous ces rêves-là qui sont derrière, finalement. Et donc tous ces imaginaires, finalement, qui ont été détournés d'une certaine manière par les concepteurs de tech qui nous abreuvent depuis plus d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire le tri dans les histoires qu'on nous raconte, le storytelling, le marketing, etc. Est-ce qu'il est probable qu'on puisse encore imaginer justement de nouveaux imaginaires, de nouveaux narratifs ? Est-ce que c'est ce que tu essaies de faire avec ton livre, qui d'ailleurs n'est pas complètement un essai, pas complètement une fiction, enfin, je ne sais pas trop le situer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce point des imaginaires, en fait ? Il y a beaucoup de questions. Alors attends, je la synthétise. C'est quoi le rôle des imaginaires dans le fait qu'on ait une vision désormais galvaudée, peut-être même désubstantialisée de ce qu'est le progrès ? Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Ouais, la question de l'imaginaire, elle est intéressante, parce qu'effectivement, quand on parle de Sam Altman, Elon Musk, Andreessen, tous, Peter Thiel, je ne vais pas faire tous les noms. Le modèle économique de ces gens-là, finalement, avec tout cet écosystème de capital risque qui s'est créé dans la Silicon Valley, c'est des marchands de futur. C'est-à-dire que ils sont là pour faire croire un certain nombre d'investisseurs dans un futur, évidemment, technocentré, qui soit suffisamment crédible pour que des gens aient envie de parier leur argent, en se disant que s'il se réalise, ce futur, ils auront des parts de quelque chose qui aura des milliards d'utilisateurs très vite, etc. Donc c'est le modèle économique, et il faut jamais l'oublier. Il y a eu d'autres futurs qui ont été vendus avec beaucoup, et d'ailleurs je crois que c'est le thème de la chronique tout à l'heure, le métavers était annoncé aussi avec grand fracas, en disant vous allez voir, le futur c'est ça, on va tous vivre dans cet univers virtuel, etc. Donc c'est le modèle économique, faut le comprendre, et donc à chaque nouvel effet d'annonce, faut jamais oublier que c'est vraiment le modèle économique. Si il y a c'est un peu comme une pyramide de Ponzi. Il faut vraiment convaincre des gens qui vont mettre de l'argent, qui vont ensuite eux-mêmes convaincre des gens d'y croire, qui vont eux-mêmes convaincre d'autres gens, etc. Et on est tous un peu acteurs de cette pyramide. Même le consultant freelance qui, sur LinkedIn, dit si vous avez des mauvais résultats de ChatGPT, c'est parce que vous promptez mal. Lui, il participe un peu de cette pyramide de Ponzi. Bien sûr. Mais pourquoi on ne peut pas vendre aux investisseurs l'idée d'un futur qui soit plus centré sur le fait de réparer la Terre, tu vois ? Pourquoi ces récits-là et pas d'autres ? Parce que ça vend moins, finalement, d'arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis, c'est ça ? Exactement. On n'est pas capable aujourd'hui d'estimer la valeur monétaire qu'il y aurait à renoncer
parce que c'est quand même ça le sujet, à renoncer à une partie de la technosphère, une partie des technologies qui font partie du problème. Dans mon livre, je montre bien que quand on parle de l'anthropocène, de la catastrophe écologique, le problème est dans nos solutions. C'est pas du tout un livre technophobe. Moi, je l'ai dit, je viens plutôt de la techno et j'ai toujours été passionné d'IA, etc. Et par exemple, j'aurais beaucoup de mal à vivre sans les bons usages d'Internet. Tu te qualifies d'ailleurs, pardon, juste petite parenthèse, tu te qualifies toi, t'es technocritique, tu te ranges dans un de ces segments parce que on entend parler de technosolutionniste, de technocritique, etc. Tu te ranges là-dedans, toi? J'aime bien le terme de technolucide, technoréaliste. En tout cas, technoréaliste, ok. Je milite pour le discernement technologique, donc c'est l'idée de on n'est pas technophobe, ça n'aurait aucun sens, mais on n'est pas non plus technolâtre à considérer que la technologie a de fait toutes les solutions. Et c'est évidemment plus difficile à vendre parce que c'est nuancé, c'est complexe. Une même la nuance en ce moment, ça fait pas trop recette. Pour certains usages, dans un certain, jusqu'à une certaine mesure, et puis complètement contre-productive au-delà. Et c'est pour ça que ça prend moins vite, ce genre de courant. C'est beaucoup plus facile de dire Startup Nation versus Amish, voilà. Et puis bon, on a aussi des outils qui ne permettent pas forcément de tenir des propos complexes et de les diffuser facilement. On a parlé aux associations notamment. T'as encore la librairie et le fait d'écrire des livres. Je pense que c'était ton intention finalement pour faire développer ce propos de façon complexe. Ouais. J'ai l'impression que je m'adresse à un peu moins de gens que ceux qui sont influenceurs sur la question sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà. T'inquiète, on partage. C'est un continuum. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique et top.